Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvert pour Inventaire. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Bonjour les garçons, Bonjour. Salut. comment allez-vous? Super. Formidable. T'as repris mon super du premier épisode. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça faisait longtemps. Eh oui, ça faisait longtemps, hein. On n'était pas invités la dernière fois. Vous nous avez manqué. Vous aussi, vous... Mais on vous a beaucoup m'avez applaudi depuis nos salons respectifs. Oui, ça fait bizarre d'être auditeur. Oui. C'était bien, c'était bien. Alors, avant de commencer et de vous présenter les 3 films dont nous allons vous parler aujourd'hui, je tenais d'abord à vous remercier, vous qui écoutez au nom de l'équipe, donc au nom de nous 3. Et si cet épisode ou cette émission, ou nous, ou si vous nous adorez, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles ou de cœurs ou ce que vous voulez sur les plateformes de diffusion telles que Spotify et Deezer, et à partager les épisodes qui vous plaisent autour de vous. Alors cet épisode est le dernier d'un cycle, on va dire, du mois d'octobre, d'Halloween, de films de genre, autour justement de films d'horreur et de genre que nous affectionnons particulièrement. Et vous allez le voir, les prochains épisodes seront sûrement un petit peu différents. Mais nous ne pouvions pas clôturer dignement ce cycle sans vous proposer notre petite sélection de films de vampires. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous vous parlons de 3 films très différents, mais chacun ayant pour thème le vampire, les 2 premiers films tournant autour de la figure du comte Dracula, le seul, l'unique, le célèbre vampire introduit par la plume de Bram Stoker à la fin du 19e siècle, et un 3e film, plus étrange et mystérieux, un ovni proposé par l'ami Louis, ici présent. Un ovni, même. Désolé. Il fallait. Alors, ces 3 films sont donc Dracula de Francis Ford Coppola, sorti en 1992, Dracula Dead and Loving It, réalisé par Mel Brooks et sorti en 1995, et enfin, l'OVNI dont nous parlions un petit peu plus tôt, Martin de George Romero, sorti en 1977, dont nous allons vous parler dans un second temps. Alors... Oh merde. Ça annonce la couleur. Alors du coup, exercice ô combien attendu, est-ce que l'un d'entre vous veut bien nous résumer? Non. Pourtant, c'est la mission de l'un d'entre nous, de manière plus ou moins officielle. Ouais, c'est vrai. Alors, le Dracula de Coppola. Donc, on a Machin, j'ai déjà oublié son blaze, donc, qui est interprété par Keanu Reeves. Qui est donc John Harker, je crois. John Harker, voilà, mais j'aurais oublié dans une seconde. Donc, qui part en Roumanie, enfin en Transylvanie, enfin dans les Carpates, enfin tout ça, vendre une merde de baraque au comte Dracula, qui va acheter une église ou je sais pas quoi à Londres. Voilà. Donc tout se passe très bien, blablabla. Enfin bon, il y a des trucs évidemment, ça boit un peu de sang. C'est un voyage un peu mystérieux. Oui, quoi. c'est hyper mystérieux. Il y a des femmes tout seins dehors. Enfin bon, bref, on sait pas trop où est-ce qu'on est. Enfin, en Roumanie visiblement. Et donc ensuite, tout ce joli monde rentre à Londres. Là, donc Dracula devient un homme. Hein, enfin, je veux dire un homme un bel homme, hein, d'une quarantaine Il a d'années. rajeuni. Il a rajeuni, il est bien habillé, enfin autrement disons qu'avec sa grande cape et sa main, et il tombe amoureux, il veut séduire, de Mina, qui est normalement donc la promise de John Harker. Voilà. Et qui Si je dis donc, pas de bêtises, hein. disions-nous, c'est donc Mina, eh bien c'est Winona Ryder, et c'est la même que celle qui était à Bonky commence à faire alors, mariée. Que quoi, dans où, lequel? Des centaines d'années avant, voilà. Et elle était Dracula, il était marié avec elle, puis elle est décédée, et lui il était pas content. Donc, Tragiquement. voilà. Tragiquement, en pensant que, enfin bon, et donc voilà. C'était Bien, non? c'était à la fois parfaitement clair et parfaitement laborieux. C'était un mélange assez impeccable. Voilà. Ouais. Puis ça finit, je sais plus. Ah bah, Ah bah si, parce que j'ai une question que je me suis posée. Vous m'y répondrez probablement quand on parlera de la fin. Oui. Donc pas maintenant.
Et il faut savoir pour le coup que le film a été exploité même en France sous le titre officiel de Bram Stoker's Dracula, puisque c'est une adaptation hyper littérale, en tout cas assez proche par rapport à d'autres adaptations du roman de Bram Stoker, que je n'ai pas lu, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Et, On est quelques-uns autour de cette table. À ne pas l'avoir lu. Mais on a vu le film, c'est déjà pas mal. Ouais, moi j'ai lu des extraits, donc ça va. Enfin, j'ai lu. Bref, on s'en fiche. Non, mais t'es la plus calée. Je suis un peu la plus calée, mais alors ça Absolument. remonte à vraiment l'époque. T'es la seule qui sait lire, donc forcément. Déjà, ça trie un peu, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose dont on discutait hors antenne juste avant l'émission. On notait quand même à quel point le casting du film, avant de se plonger vraiment dans l'univers que Coppola a créé, etc., le casting du film, il est quand même assez zinzin, parce qu'on a cité donc Gary Oldman, qui joue Dracula, Winona Ryder, etc., Keanu Reeves, et il y a aussi Anthony Hopkins, qui joue Van Helsing, Tom Waits, qui chante des chansons. Qui est un super musicien, super chanteur et aussi acteur de certains films de Ginger Mush. Et une apparition de Monica Bellucci, qui n'était pas très connue à l'époque, mais qu'on aperçoit dans le film, dans une scène dont on aperçoit les attributs en particulier. J'allais dire que c'était une scène mémorable. Mais... Oui, voilà. Et ça, c'est un truc quand même... c'est un peu un condensé des gueules des années 90. Il ne manque plus que Christian Slater, qui a été casté pour le rôle de Dracula. Voilà. L'anecdote du jour. Qu'il a refusé pour aller faire L'Homme Invisible 2. Con. C'était une référence à une précédente blague. Vous avez 4 finales de l'émission si vous voulez rire. Bah, avec nous oui, aussi. c'est quand même pas compliqué de cliquer sur un bouton. C'est quand même plus compliqué de se cogner le Dracula de Coppola. Par contre. Oui, non, très franchement. Alors, je crois que tu voulais nous parler un tout petit peu quand même des costumes. Alors, parce que moi je les trouve à chier, mais enfin pas tous, mais surtout le premier. Alors... donc, toi tu adores Moi, l'armure, qui est en fait une armure comme si d'un écorché en fait. Pour moi ça me fait penser à ça. Oui, bah, je pensais plus aux Power Rangers moi, mais Power Rangers c'est un peu érotique. Il y a les en latex un peu. Ah oui. Il y a un côté un peu assuré. Pourquoi je parlais des costumes pour le coup, c'est qu'ils sont remarquables. Je dis pas qu'ils sont remarquables dans le sens qu'ils sont formidables, mais on les remarque quoi. Oui. C'est une des grandes singularités du film. Ils ont été faits par quelqu'un qui s'appelle Eiko Ishioka. Et c'est un des éléments marquants du film parce que, on pourra peut-être en parler, il y a quelque chose d'un peu classique dans le film, dans la construction narrative. Ça reprend vraiment le roman de Bram Stoker. Et dans la mise en scène, et notamment dans ce qui apparaît à l'écran, il y a quelques exubérances assez folles. Notamment les costumes qui vont piocher du côté du steampunk, de l'heroic fantasy, parfois du fantasme un peu... Enfin, il y a des trucs un peu hentai des fois, presque. C'est assez étrange et ça alors, qu'on les aime ou pas, ça colle plutôt bien avec le projet de Coppola, qui est quand même de réactualiser le mythe du vampire et le mythe de Dracula en particulier, de le réactualiser, pas du tout pour le transposer à une époque plus récente, mais de réactualiser un peu son style, et d'en faire un truc complètement baroque, en fait, complètement fou, qui part un peu dans tous les sens visuellement, et qui jongle un peu entre un contexte historique particulier. Il y a 2-3 scènes qui m'ont marqué pour ça, on en reparlera sans doute, où c'est vraiment très ancré dans une époque, et d'un autre côté, c'est complètement n'importe quoi. Il y a des trucs qui sont complètement hors sol, et très très bariolés, je dirais. Mais c'est amusant de le revoir encore une fois. J'ai trouvé ça affreusement cheap, mais c'est quand même un truc qu'il faut reconnaître, c'est que Coppola, qu'on identifie vraiment quand même au film de gangster, tout ça, enfin au Parrain, une esthétique très particulière. Là, finalement, ça fait quand même un mélange entre, j'ai trouvé, ça m'a Tim Burton par exemple, ou Terry Gilliam quoi. C'est-à-dire, comme la première apparition de Tom Waits dans sa cellule de prison, on a l'impression d'être dans, alors je sais plus lequel, l'armée des 12 singes ou des machins comme ça quoi. Ça il y a un grand angle qui déforme le visage. Voilà, les costumes, cette plongée comme ça, c'est des trucs ou alors dans Beetlejuice quoi, ou des machins comme ça, et qui ça ressemble pas du tout à du Coppola. Ensuite il y a tout ce jeu là des ombres chinoises, un peu du conte quoi. On a l'impression de voir un dessin animé. Le début est vachement chargé quoi. Ça surimprime, il y a des machins, il y a des visages qui apparaissent, des textes, des lettres. Il y a des fondus enchaînés qui sont pas lourdes. Oui, voilà, d'accord, on est d'accord. Quoi. Mais après, ça c'est... Alors pour le coup, il y a 2 choses sur Coppola. C'est que premièrement, en fait, Coppola est tout le temps lourd. Mais là, si tu veux, quand il y a une esthétique aussi appuyée d'un point de vue de l'irréel, de l'invention, ça saute peut-être un peu plus aux yeux, au visage. Mais la Valkyrie sur des hélicoptères qui vont tout déglinguer au Vietnam, c'est pas beaucoup plus subtil. L'autre truc, c'est que, en fait, c'est marrant parce que Coppola, on l'associe à quelques films. Alors depuis quelques temps, on fait ressurgir d'autres œuvres un peu plus méconnues. Mais en fait, Coppola est pas très identifiable. Il a fait des films extrêmement différents. Il a énormément évolué dans sa carrière.
Et ses derniers films, alors un de ses tout derniers films en date, si ce n'est pas même le dernier d'ailleurs, qui s'appelle Twixt, est un film purement gothique qui peut faire un peu penser au travail qu'il avait amorcé sur Dracula. C'est un film avec Val Kilmer notamment, et c'est aussi plus ou moins une histoire gothique qui s'inspire un peu des mêmes esthétiques de base que Dracula, quoi. C'est les grands châteaux, la campagne anglaise, un petit peu brumeuse, etc. Donc Coppola, il est un peu insaisissable, et Dracula s'inscrit bien dans sa carrière, c'est-à-dire que en fait, on peut jamais vraiment prévoir au moment où les films sortent ce à quoi ça va ressembler et quelles vont être ses ambitions, même s'il y a bien un point commun entre tous ces films, c'est que c'est quand même en général assez ambitieux. Ouais. Justement, pour rebondir sur cette idée d'esthétique et de décor notamment, alors info Wikipédia, donc ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai lu que il avait pas un budget énormissime, et à mon avis, vu le casting qu'il a, à mon avis, ça a dû partir dans les acteurs et les actrices plus que pour le reste, quoi. Et du coup, il a tout filmé, ou presque tout filmé, en studio à Los Angeles, ou un truc comme ça. Et c'est pour ça, les décors un peu en carton-pâte, les ombres chinoises qu'il utilise vraiment dans énormément de scènes. Il a tout fait, tous les effets spéciaux, entre guillemets, sont faits main et sont pas faits en image de synthèse, ou voilà, en post-production. Alors peut-être que je me trompe sur certaines choses, sur certains points, mais il s'est beaucoup inspiré de La Belle et la Bête de Cocteau pour justement réussir à trouver des façons de faire des effets spéciaux à l'ancienne, quoi, en fait. Et moi j'adore, c'est kitsch complet, mais vraiment la première scène d'introduction de Dracula au combat avec son... Puis tout le mythe un peu Roméo et Juliette, tu vois. Elle pense qu'il est mort et donc se jette dans le fleuve. Lui renie... au ralenti. Lui renie sa religion et donc se transforme en monstre. Moi, j'adore toute la scène qui est finalement pas si longue que ça. Elle doit durer 5 ou 6 minutes, peut-être. Ou peut-être que je me plante. Non, c'est cool, Je trouve qu'on a tout condensé, une esthétique très forte, des surimpressions, en veux-tu, en voilà, des couleurs hyper saturées et tout. Et finalement, toute cette énergie qu'on a au début, je la trouve très peu présente. Je trouve que c'est une fulgurance qu'on perd vraiment, qui s'essouffle vraiment dans la suite du film, quoi. On voudrait qu'ils restent peut-être en fait là-bas, quoi, et qu'ils viennent pas en Angleterre. C'est ça. Après, ça devient un peu, on se paume dans le bordel. Donc on comprend bien que Dracula, voilà, est devenu un dandy avec ses belles lunettes bleues et tout. Mais c'est vrai que ça, tu sors de l'ambiance. C'est plus les châteaux, c'est plus les machins. Et puis alors c'est ces chambres de poupées là, avec toutes ces femmes qui sont dans leurs grands pyjamas en soie et compagnie. Et puis je sais même plus qui se fait mordre la première, parce qu'il y a la copine de Lucie. Oui, Lucie qui va mourir. Elle, c'est bien ça. Et Mina, oui, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Si elle tombe un peu amoureuse de lui, même complètement. Ouais. Alors que elle est promise à cœur, à Kenyu. Un prénom comme ça, t'as pas du tout envie de te mettre avec. Oh, Kenyu Reeves. Kenyu Reeves, si tu nous entends. Bien sûr. Do you hear us? Merde. Et oui, non, mais oui, c'est ça. Moi, je trouve un peu pareil. Alors, ce début, moi, j'aime pas parce que je trouve que c'est trop carton-pâte, justement. Et que... Mais alors, maintenant que je sais ça, oui, c'est ça. On fait le film de bagarre, la scène de guerre, quoi. C'est 3 ombres et puis des gros plans sur je suis pas content, on a gagné. Enfin, ou je suis content, on a gagné, je sais plus. Parce qu'on n'a pas l'argent pour faire. Mais après, ouais, je sais pas, ça part. Enfin, ça doit être comme le roman. Mais alors, il y a 2 choses qui me viennent en tête dans ce que tu dis. D'abord, c'est le fait que ça a été tourné en studio de cette manière. En fait, ça finit par conditionner un peu la mise en scène parce que pour le coup, ça devient assez classique. Mais même d'un point de vue en fait de l'esthétique du cinéma classique américain, c'est que c'est vraiment du cinéma de studio. Et ça d'ailleurs, on en parlera parce que Mel Brooks il le parodie presque dans son film. T'as vraiment un moment donné où c'est clairement un fond, un décor, une toile peinte, quoi. Et il y a beaucoup de films hollywoodiens dans les années 50 où c'était assumé. On retrouve un peu ce travail du studio, etc. Et l'autre truc, c'est sur le roman. En fait, je crois que y a beaucoup de figures comme ça, assez classiques, qui viennent en fait d'une œuvre originale et qui sont devenues des figures de la pop culture qui ont été
redessinés, retravaillés, que des artistes se sont réappropriés, on oublie parfois qu'il y a un terreau de base. Et Dracula, typiquement, on se souvient de la figure du vampire, mais on s'en souvient de manière condensée, c'est-à-dire que c'est l'ail, les grandes dents, la cape. Enfin, Dracula, c'est un roman qui fait 700 pages, c'est une intrigue c'est mastoc, Dracula, hein, c'est quand même une intrigue assez touffue. Et parfois, en fait, on oublie que oui, en fait, les Carpates, le château, c'est une petite partie de l'intrigue. Il est trop fort, il n'a pas lu le truc et vraiment on y croit. Quand Non, c'est pas, c'est vraiment touffu comme intrigue. Non, les descriptions sont extraordinaires. J'assume ne pas l'avoir lu, mais par contre, Dracula, c'est un gros bouquin. Quoi. J'aurais dit 350. C'est pas, Ouais, j'aurais dit. Bon, de toute façon, c'est pas. Alors, c'est peut-être mon édition que j'ai qui est écrit hyper gros. C'est une édition pour enfants, en fait. Mais, ouais, on a peut-être une vision un peu condensée du truc, quoi. Oui. Et pour le coup, il me semble quand même qu'une des ambitions de Coppola, c'est de réinventer visuellement le truc, de réimaginer. Dans les années 90, le vampire, c'est ringard. C'est quand même pas du tout une figure de cinéma, ça fait plus peur. La charge érotique, elle a quand même été un petit peu délaissée, donc lui, il veut réactiver ces trucs-là, et il les réactive avec un certain excès, disons, peut-être un excès d'enthousiasme, si je puis dire. Ce qui explique peut-être l'ambivalence entre le classicisme du récit, de la mise en scène, et l'exubérance totale de certaines séquences, de certains effets visuels, qui sont un peu kitsch parce qu'ils sont dans leur jus. Et en 92 aussi, le numérique est quand même assez balbutiement, et c'est voire même pas du tout encore Oui, c'est présent. parfois pire d'ailleurs quand ils les utilisent. Ouais, exactement. Ça Donc je je trouve que c'est quand même... Je pourrais reprocher plein de trucs au film. Peut-être pas pour le coup son travail des effets visuels qui va essayer d'optimiser avec les moyens du bord, quoi. Mais c'est sûr que il faut prendre du recul sur ça et voir ça comme peut-être un effet de style, disons. Je sais pas si ça sauve le film par ailleurs, parce que c'est quand même du Coppola, donc c'est un peu lourdingue, quoi. Là, je trouve celui-ci, oui. Alors pourtant, moi, je suis très fan des parrains, des machins comme ça, mais vraiment, je jetterai rien du tout. Mais là, oui, c'est la surenchère. Et en plus, alors, c'est pas pour me déplaire au fond de moi, évidemment, mais alors moi, il y a toujours une partie analytique quand même quand je regarde un film, une toute petite partie, qui vient dire à l'homme que je suis, ferme la bouche avec toutes ces femmes à poil dans le film. Parce qu'il y a quand même un truc où c'est un peu outrancier, quoi. Alors, pareil, est-ce que dans le roman, il y a des dizaines de pages où on montre la volupté des femmes ? Oui. Mais là, moi, j'ai trouvé que c'était un peu appuyé quand même. C'est hyper lascif, c'est même plus de l'érotisme latent là. Non. Il a peut-être un peu abusé sur le fait qu'effectivement des femmes qui se font mordre le cou de manière langoureuse, etc. C'est orgasmique à chaque fois. Ça, c'est un peu. Non, mais dans le roman, si tu veux, c'est un peu latent. Là, c'est. Il a lâché les chevaux. Un peu trop vite, un peu trop fort. Quoi. Mais en fait, c'est vraiment son parti pris, c'est comment dire, d'appuyer vraiment sur ce point-là de l'érotisme qui est presque plus de l'érotisme, qui part presque dans autre chose. Et c'est marrant parce que t'as quand même beaucoup de scènes qui sont presque déjà des parodies de Dracula, quoi. Parce qu'on va parler de Mel Brooks dans quelques instants, mais vraiment, la scène où Lucy meurt, je crois, où tu as les tels The Shining, t'as elle qui expire voilà, de façon langoureuse, et t'as cette gerbe de sang qui vient, t'es en mode ouais, moi j'ai rigolé, quoi. Enfin, je trouve ça drôle, mais du coup c'est pas... Bah, c'est très poseur aussi, c'est des effets visuels, c'est vraiment spectaculaire, quoi. Ouais. Mais tout le début est comme ça, hein, quand il perce la croix, il y a une espèce de déversement de sang où le sang devient vraiment une espèce de matière obsessionnelle, quoi, où on a l'impression que la texture le fascine d'un point de vue très... C'est un gamin qui joue avec des jouets, quoi. Il y a un truc qui le fascine de manière très primitive, quoi. Mais c'est vrai que ça donne aussi ce côté extrêmement empoulé, quoi. Mais moi, j'aurais du mal à reprocher ça à Coppola que sur ce film. Mais sauf que sur ce film-là, il y a le kitsch des décors, etc., qui vient peut-être qui ajoute exacerber le truc. Parce qu'en plus, forcément, des choix plastiques, des choix de décors, des choix de costumes hyper appuyés ont plus de chances de vieillir parce que forcément, c'est tellement exubérant que il suffit que la mode change un tout petit peu dans un sens ou dans l'autre pour que ça devienne vraiment, pour le coup, daté. Ouais, daté. Parce que s'il refaisait le même film aujourd'hui, même avec de l'exubérance, il referait pas du tout, sans doute, les mêmes choix, etc. Alors, je reproche pas à un réalisateur de faire le film au moment où il le fait, mais c'est vrai que c'est des trucs qui sont très marqués et qui, du coup, peuvent créer aussi un rejet très fort. Ouais, mais alors, tu vois, à contrario, Twixt, c'est ça ? Twixt. Je dois couper. Je l'ai vu.
mais il m'a pas laissé un souvenir aussi indélébile que Dracula. C'est un parce tout petit que... film à côté. Ouais, mais à la limite, tu vois, il l'a fait plus récemment, donc on pourrait se dire, ah bah il veut peut-être améliorer ou redorer ou donner sa version finale un peu de ce qu'il voulait faire dans Dracula. Sauf que Dracula, tu te souviens de certaines scènes, tu te souviens des acteurs, tu te souviens des jeux d'acteurs surtout, et d'autres scènes, mais bon, voilà. Twix, franchement, je me souviens de rien. Je me souviens que c'est très bleu, très sombre, mais j'ai pas. Après, c'est Twixt, pas très marquant, quoi. La différence, c'est que peut-être qu'il avait pas beaucoup d'argent sur Dracula, sur Twix, il en avait plus du tout. Ouais. C'est Ah oui, vraiment- d'accord. Ah oui, C'est oui, l'histoire de là, sa je vie, pensais ça, de toute façon. qu'il- Et ouais, et alors au moment où on parle, Coppola tourne son prochain film qui est Megalopolis, qui est un projet qu'il a depuis des décennies et qu'il peut enfin tourner avec un budget visiblement décent et puis surtout des stars, quoi. Ouais. Donc c'est marrant parce que Coppola, on le pensait un peu réduit à retravailler ses anciens films, puisque ses dernières créations c'était des remontages, encore une fois, du Parrain 3 et d'Apocalypse Now, dont il a fait une, je sais pas, 50e version, qui est ressortie au cinéma et tout, en 4K, Blu-ray, HD, 3D, 4DX, avec le napalm qui sort dans la salle pour être vraiment en immersion. Et là, il va pouvoir tourner un nouveau film, donc... On est content. On est pour lui, content, finalement. Mais non, mais en fait, Bravo, Francis. c'est fou parce que Dracula, c'était un de ses films récents, quoi. Il avait Oui. fait, après, il avait fait Tétro, L'homme Oui. qui n'a pas d'âge, des trucs comme ça, qui, bon, moi, personnellement, ça me parlait pas du tout, mais Machin Dracula, de c'est la un de ses voiture, derniers aussi. gros films, quoi. Ouais. 92, quoi. Et oui, 30 ans. Et alors, donc si on parle un petit peu de Mel Brooks, on n'est pas du Ah tout oui. sur la même ambiance, on n'est pas du tout sur le même parti pris, on est vraiment sur une parodie de Dracula. Alors, est-ce qu'on est sur une parodie de Dracula de Bram Stoker ou une parodie de Dracula de Coppola? Puisque le film sort 3 ans après Après le Dracula de Coppola, si je dis pas de conneries. On Oui, peut c'est se ça. poser la question. 95, Ouais. Alors pour juste vous résumer très très rapidement, on est sur cette même, vraiment on reprend presque, pas mot pour mot, mais littéralement l'histoire de Dracula, à quelques exceptions près que ce n'est pas John Harker qui va voir Dracula, mais c'est le mec qui devient fou, mais j'ai plus son nom. Renfield. Voilà. Qui va demander à Dracula de signer des papiers pour pouvoir acheter le truc là, l'église ou je sais pas quoi. Et à part ça, on a Lucie, on a Mina, on a toute l'histoire qui se déroule franchement grosso modo de la même façon. Pareil. À part pour la fin, mais j'avoue ne déjà plus me souvenir de la fin de Mel Brooks. Oui, par après, au contre. bout d'une heure et demie de parodie, tu as le droit de te détacher un peu du matériau de base. Ouais, oui, c'est clair. Mais du coup, moi j'ai vu du coup le film de Mel Brooks avant de voir Dracula, et ma première impression c'était ah oui, c'est vraiment une parodie de Dracula, le roman qu'il suit du début à la fin. Et après le visionnage du Dracula de Coppola, je me dis ah en fait j'ai l'impression qu'il parodie presque plus le film que le roman, donc je sais pas trop ce que vous en pensez, mais... Mais c'est très bizarre, moi je pense qu'il y a déjà il y a une démarche commerciale, parce que l'affiche du film de Mel Brooks reprend l'affiche assez marquante du film de Coppola, qui est une affiche assez identifiable, et avec une la espèce première... de gargouille là, Ouais, c'est c'est ça, ça, hein. une espèce de statue de vampire, je ne sais quoi, et donc là t'as la tête de Leslie Nielsen qui remplace la tête de l'affiche du film de Coppola, et la première fois qu'on voit Dracula, il a la coupe de cheveux assez remarquable, une nouvelle fois, de Gary Oldman au début du Dracula de Coppola, qui est assez facile à moquer, parce qu'elle il a deux grosses choucroutes, on dirait une mamie qui vient de faire une mise en pli de mauvais goût, quoi. Oui. Et pour le coup, je pense qu'en fait, il y a une démarche un peu commerciale de surfer sur le revival de Dracula à travers celui de Coppola, mais par contre, c'est à la fois effectivement une relecture en fait assez classique en termes de structure du roman de Bram Stoker, et ça va quand même puiser beaucoup plus dans l'imagerie du film de Todd Browning de 31, puisque par exemple dans le jeu d'acteur ça reprend beaucoup plus le jeu de Bela Lugosi, qui était le Dracula du film de 31, qui était le classique de l'Universal et qui a beaucoup marqué le cinéma, parce qu'après les films de vampires vont beaucoup s'inspirer de Bela Lugosi, avec les cheveux gominés, la grande cape, et puis une certaine classe à l'anglaise aussi, un certain charisme qui est déjà qui colle à la peau de Dracula depuis le début. Mais je pense que ça va beaucoup plus puiser là-dedans, en fait. Et c'est de la parodie américaine assez classique, en fait, en termes de structure. C'est ce que font les Simpsons, ce que vont faire des gens sur les Scary Movie, par exemple. C'est-à-dire, on reprend la structure exacte d'une œuvre culte, et surtout, on reprend des scènes clés, et on les détourne, en décalant à chaque fois la portée de la scène, ou le ton, ou en décalant un truc, mais en reprenant toujours ces structures de base. C'est un peu de la relecture, ce que fait
tout le temps le cinéma américain, parce que soit ils font des remakes sérieux, soit ils font des parodies, soit ils font des reboots, mais on est toujours un peu sur la relecture. Ouais. Et là, pour le coup, ça relie une partie... Sur une forme assez classique, en plus, qui reste toujours à peu près la même. Ah donc, oui, et sur un humour assez classique, c'est-à-dire assez potache quand même. Où c'est... Alors, bon, je rentrais du boulot, j'en avais plein le cul, il fallait que je regarde le film 2 jours avant l'émission. Et ce que je te disais tout à l'heure, j'ai souri 2-3 fois et j'ai ri une fois quand le mec se fait marcher sur la bite. Alors, franchement, c'est dire beaucoup de mon état d'esprit, quoi. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là. Voilà. J'ai trouvé ça. T'imagines bien avoir honte immédiatement. Mais pourquoi je ris à ce moment-là? Parce que j'ai trouvé tout naze, tout pas drôle, parce que appuyé, alors que je suis plutôt. Enfin, j'avais le souvenir d'être plutôt friand de ce genre de comédie un peu loufoque. Surtout Mel Brooks, quoi. Ben ouais. C'est son dernier film. C'est le dernier film qu'il a réalisé. Ah bah voilà, donc il y avait peut-être un peu de sénilité déjà. Non, j'en sais rien. Il est pas si vieux en plus. Mais c'est pas si, ou il y a éventuellement quand c'est vraiment méta, quand il y a les deux, je vais les appeler comme ça par commodité, les deux putes qui partent du lit et qu'il fait oh je sais plus quoi, et puis que la musique doit s'arrêter et ils doivent arrêter. Oui, les concubines, pardon. Les deux putes. Et qu'elles doivent arrêter de marcher en lévitation, tout ça. Bon, là voilà, il y a le côté méta où n'en faisant pas trop. Ça, bon, ça m'amuse un peu. Mais en fait. C'est tout, à quoi bon? Mais ça annonce pour moi parfaitement ce que va devenir la parodie, la comédie de parodie américaine dans les années 2000, c'est-à-dire on va s'emparer de tout et n'importe quoi, et ça va être un peu la foire du trône, quoi. C'est-à-dire que tu vas côtoyer vraiment des attractions sympas et des trucs nuls. Parce que typiquement, c'est ce que va devenir Scary Movie dans les années 90-2000, c'est-à-dire qu'au début, il y a quand même un truc sympathique, et après, c'est fourre-tout et on met un peu tout et n'importe quoi. Et moi, ce qui m'étonne, c'est le nombre de gags qui n'a rien à voir avec Dracula. Et alors, ça, c'est un truc... Mel Brooks, pour le coup, il est très... je sais pas exactement d'où il vient, mais il a fait des trucs à Broadway, etc. Donc, j'ai pas de mal à imaginer qu'il ait un peu ce sens de la composition, quoi. Où Broadway, c'est... Le peu d'imagerie que j'en ai, c'est quand même un truc où c'est un peu fourre-tout aussi, quoi. On a des chansons, Enfin, c'est très... Il y a un côté un peu gargantuesque, quoi. Et par exemple, un gag qui, pour le coup, marche plutôt pas mal, où il est dans la morgue et il fait un cours d'anatomie à ses élèves, et son but, c'est de faire en sorte qu'ils s'évanouissent tous les uns après les autres, donc il va de plus en plus loin dans le démembrement, de la carcasse, etc. Et ben, c'est marrant, ça dure pas mal de temps, mais c'est vraiment un gag autonome, c'est-à-dire que ça pourrait être un gag d'une émission de télé. Et le film alors fonctionne oui et beaucoup non, comme parce ça, que... Alors, je suis d'accord avec toi dans l'idée, mais par contre... Le truc de l'autopsie, c'est Van Helsing, et Van Helsing, c'est un peu le médecin fou, donc... je suis d'accord. Tu vois, je suis d'accord, mais l'exécution du gag est très autonome. Et du coup, ça donne ce truc très bizarre où t'as quand même du mal... Il y a un truc qui ne marche pas, et qui marchera, je trouve, pratiquement plus au-delà des hotspots. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Tous ces films qui sont faits par ce qu'on appelle les As, alors pas la chanteuse engagée, mais Zucker, Abrahams et Zucker, qui sont les auteurs originaux des Y a-t-il un pilote et qui vont en fait se spécialiser dans la parodie très spécifique de trucs vraiment codifiés. C'est que en fait un film d'1 heure et demie, il faut quand même avoir une espèce d'attache à quelque chose. Et en fait, l'enchaînement de gags, ça fait pas une bonne comédie. Ça peut faire une très bonne émission de télé, mais typiquement, ce film-là, je trouve, ne marche pas tellement en tant que parodie, parce qu'en fait, on a des gags qui peuvent marcher. Par contre, en dehors de la structure du film de Dracula, qui est hyper rassurante, parce qu'en fait, on la connaît, le seul truc qui est censé être nouveau, c'est le rire, mais... si t'as un gag sur 5 qui te font un peu marrer, t'en sors pas en te disant que c'est une comédie brillante. C'est vrai. Et je trouve que c'est là-dessus que le film échoue, quoi. C'est que c'est vraiment un patchwork et que ça surjoue, c'est quand même assez laborieux. Et il y a quelques gags un peu méta, comme tu disais, un peu écrits, mais alors le premier gag, c'est vraiment juste un gars dans une carriole qui va trop vite et qui se jette de partout. Oui. Ça annonce quand même le ton. Alors que Mel Brooks, pour le coup, après, les producteurs, c'est génial, par exemple. Il y a quand même la bohémienne qui fait dans la cour, là. Oui, mais alors, comme ça dure 30 secondes de trop. À chaque fois, c'est ça. C'est trop dommage. Et alors, c'est étrange parce que le générique de début annonce un truc complètement différent, c'est-à-dire qu'il est pris très au sérieux, très premier degré. Il y a le tableau de machin, là, le cauchemar de, comment il s'appelle, Fuseli, qui revient comme ça en impression. Donc on se dit, il va donc jouer le truc hyper sérieux et trouver ensuite des endroits où on peut faire du burlesque, quoi, du décalage. Et en fait, non, t'as ce générique qui en fait annonce pas du tout ce qui va se passer. C'est que tout de suite après, on a compris que on allait faire tout et n'importe quoi, que l'ombre allait se casser la gueule pendant que l'autre fait ci, que c'est à peine s'il se marche pas sur la cape, en fait. Et si, Dracula dégringole des marches, il les descendre avec classe, comme le faisait justement Bela Lugosi en 31. Mais
je trouve le film est pas tenu, quoi. Mm. C'est vraiment la foire, quoi. Mais c'est pas, tu rentres pas dans cette bonne humeur parfois de la foire où c'est n'importe quoi et des fois Ouais. c'est tellement n'importe quoi que tu finis par être emporté. Oui. Parce que paradoxalement, le film est un peu lent. Oui. Il y a quand même plein de moments où on revient sur la structure du Dracula et il y a plein de moments dans Dracula où c'est pas tellement possible d'en faire des gags. Mm. Et du coup, bah l'intrigue c'est juste l'intrigue. Ouais. Mais t'es pas venu pour ça et en donc, plus c'est c'est un pas peu très chiant, intéressant ouais. parce que le Mm. film ne s'intéresse pas à ça. Et du coup, c'est d'une facture, voilà. Dès le moment où le film est un peu sérieux, c'est plus intéressant parce qu'en plus c'est pas très bien joué, c'est pas très joli. Non. Mais le film est pas fait pour ça. Une comédie a pas besoin de faire autre chose que faire rire parfois. Mais Mais là, encore faut-il réussir, quoi. Ouais. Ouais. Parce que c'est ça. Après, ouais. c'est peut-être nous qui sommes des vieux cons pas drôles. Mais je sais pas. Mais je trouve que c'est. Est-ce que franchement ça Daté, pouvait quoi. faire rire à l'époque, le truc où il y a la bonne et il y a Bidule, et il dit lève-toi, non pas toi, rassieds-toi, couche-toi, C'est- ouais. machin. Et c'est ça, c'est toujours, était sympa, mais c'est toujours 30 secondes de trop. Ah ouais, ouais. C'est bon, stop, assis encore, allez, Ouais. encore une fois. Non, putain, le Mais mec, c'est d'où la difficulté de faire de la comédie aussi, c'est le Eh sens oui. du rythme qui, je suis d'accord avec vous, moi je me suis quand même relativement bien marrée, mais c'est vrai que comme c'est gag après gag, bah, c'est vrai que si t'as 3 gags qui passent pas pour un gag qui passe, c'est trop long quoi, enfin tu perds trop de temps et c'est chiant. Et ouais. Ouais. Mais peut-être qu'on est plus dur aussi parce qu'on se dit c'est Mel Brooks, il trimballe Ouais. avec son nom, l'idée du génie de la comédie. Quoi. C'est, Ouais, c'est il a le fait des Lubitsch, trucs, c'est- il a c'est- fait des trucs Eh oui. super. Et là, t'as l'impression que c'est tes élèves qu'on veut fait une parodie, tu vois. Moi, un C'est- petit peu. Bon, c'est quand Puis même- Leslie Nielsen, il est transparent. Ouais, alors qu'il peut être pas. Moi, je l'aime bien, lui. dans Ouais, d'autres ouais, trucs, et mais- c'est très bizarre parce qu'on a l'impression qu'il y a le casting parfait pour que ce soit drôle. Mm. Mel Brooks, on lui fait confiance et le film est vraiment insipide pour le coup. Mm. Et j'ai un peu l'impression qu'il fait, par exemple, ce que vont parfaitement masteriser sur des formats plus courts les Simpsons. C'est la même manière de parodier, c'est-à-dire qu'on reprend la structure, on reprend les scènes clés, etc. Sauf que les Simpsons, ils le font souvent dans les épisodes horreur. Ouais. Un épisode, ça dure 20 minutes, et souvent il y a 3 histoires sur 20 minutes. Donc en Ouais. fait, c'est sur 5, 6, 7 minutes. Regardez la parodie de Shining des Simpsons. C'est un des meilleurs exemples de ce qu'on peut faire en parodie sur ce format-là. Mm. En reprenant vraiment la structure, disons, exacte de l'œuvre de base. Ouais. Et là, c'est la même chose, mais sur 1h30. Donc forcément, C'est ça sûr. patine un peu. Mais pour être un peu fair-play, il y a des trucs super drôles quand même. Il y a quelques gags Oui. qui sont réussis. Ouais, il y a 2-3 moments où j'ai vraiment rigolé, mais tu décroches aussi, quoi. Oui, C'est sur ouais, 1h30. C'est Et vrai. puis je pense que, ouais, ça... J'aime pas du tout dire ça pour le coup, mais je pense que ça a pas très bien vieilli. Il y a quand même des... Bon, la comédie américaine n'a pas tellement évolué, parce que des gens qui se cassent la gueule, des gens qui vomissent... Enfin, il y a pas ça dans le film, mais t'as plein de comédies américaines où le gag, c'est... Il y en a un qui vomit sur l'autre, quoi. Mais ouais, c'est très triste. En plus, c'est triste de savoir que c'est le dernier film en date de Mel Brooks. Ça c'est un peu triste, ouais. C'est un peu Réalisé par Mel Brooks, en tout cas. Mais bon, il faut... Déjà, on peut regarder celui-ci par curiosité, et puis on peut regarder les autres aussi, pour se dire, bon, pas Ouais. finir sur celui-ci. quoi. Regardez les producteurs, par exemple. Ouais. Ça, c'est génial. Les producteurs De Mel Brooks. Je ouais. connais pas. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous poser une question, parce que vous avez peut-être la réponse, mais je reviens sur celui de le Dracula de Coppola. Oui. Parce que finalement, on vient de parler de la fin. Donc ça marche. La fin, là. La fin. Mina, elle va en Transylvanie. Oui. Et elle décapite Oui, elle... Dracula. Pourquoi? C'est-à-dire que maintenant, c'est elle qui va vivre pour l'éternité toute Non. seule? Elle réussit en fait à rompre le sortilège Ouais. en tuant Dracula, en lui coupant la tête, et on se rend compte à la toute fin que la marque de cicatrice d'hostie qu'elle avait sur le front disparaît. Donc on comprend que très certainement elle n'est plus immortelle et elle n'est plus un vampire et Elle va rentrer ouais. à Londres et elle va devoir épouser Ouais. Harker. Harker qu'elle aime Harker. plus du tout. Hein. C'est ça la fin. C'est vraiment le dindon de la farce. Mais bien sûr. Ouais. Ouais, Le ouais. pauvre Harker, il s'est tapé des Ouais. heures de train pour la Transylvanie pour faire une transaction qui visiblement n'a pas Ouais. abouti dans les termes. Ben, je pense que oui, j'espère qu'ils ont une bonne assurance. Il Il a s'est même fait pas réussi à se agresser faire par- Monica Bellucci. Direct. Donc Il déjà, a tout il est raté. de quoi crever. Ouais, le pauvre. Mais donc ça serait ça. En fait, la fin, c'est que elle est sauvée et elle va pouvoir. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. hein. Ok. Parce que moi, j'ai rien. Je me suis dit, ah ouais, c'est bien comme fin. Donc maintenant, c'est toi qui es toute seule. En plus, Ouais, dans ton bah vieux oui. château, pas chauffé, quoi. Tu vois. Et maintenant qu'on. Enfin bon, bref. Ok, donc ça serait Ça ça. allait parler de Bah, sobriété après- énergétique. C'est arrêté au bon moment. Après, je pense que si elle avait dû rester en vampire, on n'aurait pas eu. Enfin, la cicatrice serait peut-être restée, on l'aurait vue sur elle avec les dents ou avec, je sais pas, quelque chose, quoi. Mais là, elle rompt le sortilège, quoi, en quelque sorte. Très bien, ça me convient. C'est une explication. Donc vraiment, il lui a pourri la vie à cette Oui. pauvre nana.
en la séduisant. C'est vraiment on un sait pas film trop de comment. masculinité toxique, encore Mais une fois, franchement, en fait. c'est vraiment... C'est vraiment un vieux mec, Dracula. En même temps, il lui a fait vivre des expériences parce que sa vie allait être d'une platitude. Pardon. Oui, mais en fait, c'est vraiment le manifeste des nanas qui aiment les bad guys, quoi, qui ont besoin Ouais, d'avoir c'est leur vrai. expérience avec Dracula, un bad c'est guy. vraiment le bad boy Ouais, c'est qui ça. traverse les Ah âges. bah là, c'est clair, oui. Alors d'ailleurs, dans les expériences qu'il lui fait vivre, il y a une scène que j'aime bien, je voulais en parler tout à l'heure, j'ai oublié. J'adore l'amour pour le cinéma que peut avoir Coppola, j'adore la scène du cinématographe. Et c'est une scène que j'ai souvent en tête en exemple pour essayer de se figurer à quoi ça ressemblait une projection cinématographique à la toute fin du 19e siècle. Et il y a une séquence assez longue avec... bon, après, ça part, il y a un loup, machin, ça part un peu en Ouais, puis ils sont à moitié en train de se... Oui, il y a du fantasme dans l'histoire. Ouais. Mais au début, on voit un spectacle cinématographique et on voit que ça gueule, ça braille, que c'était des spectacles très vivants. Ah oui, oui. Et en fait, c'est pour le coup des éléments dont on n'a pas beaucoup d'archives parce que dans les salles de cinématographe, on montrait des films mais on ne filmait pas Les gens en train ces de- espaces. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est un des films de fiction qui le fait de manière assez intéressante. C'est pas du tout parfait historiquement ni rien, hein, mais je trouve que c'est une séquence assez sympathique pour ceux qui s'interrogent sur ce à quoi pouvait ressembler une projection de cinéma il y a longtemps. Et puis c'est marrant parce qu'il y a le loup qui fait peur à tout le monde alors que c'est le train qui arrive en gare de la Ciotat qui était censé faire peur à tous les spectateurs. Donc quand on est ironique maintenant, on doit prendre un accent du sud, merde. C'était à cause de la Ciotat. Et non pas d'Eric Ciotti. alors oui, il non, est il est temps vraiment de passer à autre chose. Alors avant qu'on passe à autre chose, maintenant on vous donne un peu des billes pour aller voir les films. Donc simplement le film de Francis, ça vous fait rire ce que je dis? Oui, mais bah oui. Un peu de respect pour les spectateurs, les Bien auditeurs qui vont pouvoir aller voir. Tout à fait. Non, mais je plaisante. Si Hein. vous Je suis avez pas vu- vraiment en train de m'énerver parce que je vois Quentin tout penaud. baisse les Pardon yeux. monsieur. Il joue avec une ficelle. Donc le film de Coppola, Bram Stoker's Dracula est disponible sur Amazon Prime pour ceux qui sont abonnés, et sinon vous pouvez le louer à l'unité pour quelques euros sur le site de la Cinétech, qui est un site qui en fait fait des listes, propose aux réalisateurs de faire des listes de leurs films préférés, et ensuite vous pouvez aller les voir. Donc le Dracula de Coppola est le film préféré de votre réalisateur préféré. Et justement, Dracula mort et heureux de l'être, pour les fous furieux, le film ressort en Blu-ray chez Gaumont, puisque Gaumont a coproduit le film. Allons vite l'acheter. Je trouve ça assez marrant d'ailleurs que ce soit une société française qui ait coproduit le film, voilà, pourquoi pas. Donc voilà, le film ressort en Blu-ray chez Gaumont le 14 décembre. Donc ça fait un cadeau de Noël absolument odieux. Surtout le film tout seul, en plus c'est même pas un petit coffret, un petit truc, c'est tiens. Je sais même pas s'il y a des bonus. Bah, au Ouais, moins, une cape, je crois. vous avez le film en, Des vieilles dents en en plastique. HD pour profiter de la photographie médiocre Admirable. de ce film. Complètement. Non, pour les fans de Mel Brooks, dans votre collection des meilleurs Ouais, films de Mel bien Brooks, sûr. vous C'est pourrez ça. l'avoir. Et si vous voulez juste l'apercevoir, il est aussi en VOD sur Canal+. Voilà. Et Amazon aussi, quoi. Possible. Il est partout, quoi. Ouais, voilà, finalement. Bien. Bien, on va bientôt passer à la suite et on vous retrouve tout de suite. Alors, maintenant que nous avons bien parlé de la figure de Dracula, nous allons nous attarder sur un nouveau film bien différent. Pas une parodie, pas un film de Coppola, mais Bah, film de Mel Brooks. un film de Mel Attends, mais il y a Brooks. des films qui ne sont ni des parodies ni des films de Coppola? Ça existe? Incroyable. Mais un film de Romero sorti en 1977, pardon, C'est ça. et dont le titre porte le nom du protagoniste qui est Martin. Rien à voir avec Martin Matin, J'allais le dire. qui se réveille en étant un vampire. Voilà, bon, la blague est faite. Allez. Alors, Martin de Romero, c'est un film dont le pitch est assez simple. On assiste au début du film à un meurtre assez étrange d'un jeune garçon qui agresse une femme dans un train pour lui manger le sang. Alors, c'est même pas sucer le sang, parce qu'en fait, vraiment, il lui ouvre le bras pour pouvoir se nourrir de son sang. Et ce personnage-là arrive en train dans la ville de Pittsburgh et va être logé chez un oncle éloigné qui le surnomme Nosferatu, puisque cet oncle le soupçonne depuis très longtemps d'être un vampire.
et d'être un vampire qui a traversé les âges, et donc il va à la fois essayer de le canaliser, de le protéger de lui-même et de protéger les autres de du coup son potentiel meurtrier, puisque on découvre que Martin effectivement se nourrit du sang des autres. Après, à savoir s'il le fait parce qu'il est fou, malade, ou parce qu'il est vraiment un vampire, c'est justement tout le sujet du film et l'ambiguïté qui est introduite par ce personnage qui vit donc dans le Pittsburgh des années 70. Pittsburgh qui n'est pas une ville anodine, puisque c'est la ville de naissance de George Romero, qui a tourné là-bas notamment son film le plus connu, qui est sorti en 68, donc presque 10 ans plus tôt, et qui s'appelle La Nuit des Morts Vivants, et qui pour le coup est un film qui avait réinventé et introduit dans un contexte contemporain, donc dans les années 60, la figure du zombie, et donc là il fait un peu la même chose avec le vampire, puisque c'est un exemple. Il y en a d'autres, mais c'est un exemple assez rare à l'époque d'une figure un peu ancienne qu'on déconnecte un peu de son iconographie habituelle, quoi. On lui enlève un peu son apparat, on lui enlève son folklore, et donc on l'introduit dans le monde contemporain en se posant la question de c'est quoi un vampire aujourd'hui, et surtout, une fois qu'on lui enlève tout cet apparat, qu'est-ce qui reste du vampire ? Et je trouvais justement intéressant d'avoir une relecture contemporaine de la figure du vampire, et en plus c'est un film de Romero qui, à titre personnel, est un réalisateur que j'estime énormément pour tout un tas de raisons qui pourront faire l'objet d'une discussion potentielle. Martin se situe à la fois là-dedans dans le film de vampire, disons, et la carrière de Romero. C'est un film... ça fait partie des quelques films marquants qu'il a fait. C'est vrai que Romero, en dehors de La Nuit des Morts Vivants, on connaît parfois assez peu ses films. En fait, en dehors de ses films de zombies, on connaît souvent assez peu ses films. Tout à donc fait. Martin, c'est un exemple de film un peu rare. Et donc avec une esthétique, juste pour... une esthétique assez simple, épurée, enfin je veux dire ça pue pas le pognon comme ça peut le puer sur d'autres films, et ça pue pas C'est un film très pauvre, le suresthétisme qu'on peut trouver par exemple dans le Dracula de Coppola, quoi. C'est même quasiment comme La Nuit des Morts Vivants, il y a un truc qui va lorgner légèrement du côté du documentaire, quitte à assumer des faux raccords, à assumer le côté très parfois brutal de la mise en scène. Et donc terminer peut-être juste sur le fait que Martin est joué par John Amplas, qui était en place à l'époque, et qui en fait est originaire de Pittsburgh. C'est son premier film, et Romero fonctionne beaucoup comme ça en fait. La photo est de Michael Gornick, qui a fait d'autres films qui tenait une boucherie à Pittsburgh de Romero. Il a filmé d'autres films de Romero, et la musique pareil, c'est Donald Rubinstein, qui était aussi quelqu'un qui a fait plusieurs musiques pour Romero. Et donc John Amplas, je sais pas comment on dit. Pour l'anecdote, aujourd'hui il est prof au conservatoire d'art dramatique de Pittsburgh. Donc en fait il est vraiment resté dans son jus. Comme quoi, être prof, c'est vraiment être un raté qui enseigne ce qu'il a loupé, quoi. Il a quand même joué dans un film de Romero, il y a pire comme carrière. Non, mais il joue comme une brêle. Alors moi, j'allais dire que je trouve, on va partir du coup là-dessus, parce que les acteurs sont souvent des points de discordance ici. John Amplas, au-delà de la performance pure, parce qu'en plus chez Romero, je pense que c'est pas un grand directeur d'acteur, mais alors John Amplas, le choix de casting, ne serait-ce que pour ses yeux qui brillent constamment et qui sont un peu le symptôme de cet acteur qui porte en lui en fait à la fois l'ambivalence d'une fragilité et d'une violence qui peut exploser à tout moment. Je trouve qu'il y a sur son visage toutes les contradictions de ce personnage, qui est à la fois attachant, fou, dangereux, effrayant, touchant, parfois un petit peu mignon, sympathique, et puis il y a des fois où juste il est terrifiant. Il a vraiment en fait une gueule de vampire. Putain, mais t'es son agent, quoi. Pour le bouquet, vous pouvez me joindre au 06. Moi, j'ai entendu la description de Glasgow, vu qu'on a regardé le film avec le petit chat de Quentin. Voilà, c'est terrifiant, adorable, fragile. Bien sûr. En fait, j'ai pas regardé. Il a une tête de petit chat, ce petit John aussi. Oui. Qu'est-ce qui nous en reste, nous? Parce qu'on l'a vu ensemble, à part qu'on a fumé des clopes et qu'on a ri sous cap parce qu'on trouvait que c'était de la merde, ce film. On a trouvé ça un peu longué. On t'a insulté. Oh, le connard avec son film, putain, pourquoi il nous a mis Martin? On savait pas quoi. Moi, je sais. Et alors, le pire, je vais vous dire, au départ, en regardant le truc, je me suis dit, mais je vais le défoncer pendant l'émission. Mais je ne comprends rien. Tout ce que j'ai noté, j'ai une pleine page, je ne me souviens de rien. Il y a marqué un truc, genre il y a marqué scène culte du téléphone. Je sais même plus ce que c'est. Scène culte du téléphone. Mais genre, il y a un moment... Ah, c'est pas quand il veut agresser la femme plus âgée que lui, mais que son amant est là. Ouais, je crois. Et oui. Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? Je sais plus. Scène culte, peut-être parce que c'est une scène justement assez incroyable et assez tendue et qui est assez maîtrisée pour le coup. Je pense qu'il a pas voulu dire ça. Scène culte. Il va chez quelqu'un et il la poursuit avec une seringue, puisqu'en fait, comme c'est pas un vampire au sens classique, il a pas les dents longues. Ouais. Et donc, pour endormir ses victimes, en fait, il leur injecte un sédatif, quoi. Et du coup, les dents du vampire sont remplacées par une seringue, et en fait, il poursuit
une femme et son amant dans une maison Ouais. avec une seringue. Et alors, en plus, il a un pull à col roulé, il y a un truc hyper malsain où il leur court partout après C'est avec malsain le pull à une col roulé. seringue entre les dents. Oui, Steve Jobs en met, donc c'est malsain. Oui, carrément. Donc Et- c'est pour ça que t'as mis. Ça se trouve, en fait, t'as adoré cette scène. Tu mets, c'est culte. Oui, mais t'as c'est pas parlé génial. du téléphone. Bah parce qu'en fait, non, bah après, Qu'est-ce qui se passe elle appelle la police au téléphone pendant ce temps, c'est tout. Putain, mais alors pourquoi c'est mis Mais sinon, Non, mais il y a putain. beaucoup de correspondances téléphoniques parce que Martin trouve refuge auprès d'une radio locale Ah où en oui, fait il c'est raconte son histoire à la radio. Ah oui, il y a ça. Et où oui. en fait la radio On est un peu entend- voilà, la radio représente un peu le truc qu'on pourrait penser en tant que spectateur, c'est que le mec à la radio le croit pas. Il est en mode c'est pas possible que ce soit un vrai vampire, et en même temps il est fasciné par son histoire. Mhm. Et il va en faire une espèce de buzz, marotte hein, de ouais. son show, ouais, Mhm. un Ouais, buzz c'est un ça, peu. c'est Ouais. le buzz. Et à un moment il lui demande de venir dans le studio et là Martin raccroche parce qu'il se rend compte que ça pourrait devenir réel quoi. Ouais, complètement. Ouais. Ouais. Voilà voilà. Non, mais bon, c'est vrai que c'est un peu long, ça met du temps à se mettre en place. il y a du temps à finir. Il y a certaines scènes qui sont vraiment intenses, dont cette scène, je pense, où il court après les deux personnages avec sa seringue entre les dents. La scène d'introduction te met tout de suite mais mal à l'aise, à fond la caisse, où il est La dans musique un... joue beaucoup pour C'est ça. ça. Ouais, bah, même lui, hein, vraiment, avec sa tête là, oui, vraiment. Oui, parce qu'on sait pas ce qu'il va en faire. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis on comprend pas trop, est-ce qu'il veut violer Oui, cette c'est ça. femme, est-ce qu'il Dans veut ce juste... train Est-ce pourri, qu'il veut là. la tuer? Est-ce qu'il la tue finalement? On a beaucoup de doutes sur son procédé, mais ça se dit pas comme ça. Comment on peut dire Bah, pour son un réel- intention. Ses intentions. quoi. Ses intentions, ouais, voilà. En tout cas, ça a l'air d'être bien rodé parce qu'il a tout le matériel avec lui, il fait bien attention à bien nettoyer ce qu'il faut nettoyer, il laisse les petits cachetons là où il faut laisser les cachetons, donc il sait ce qu'il fait. Bah, en tant que vampire, il a en fait 84 ans. On Oui, découvre c'est dans ce le qu'il film nous qu'il a dit, oui. 84 ans, on a des flashbacks où on le voit à la fin du 19e. Ouais. Et en fait, il est rodé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour survivre, il a besoin de boire du sang. C'est pour ça qu'en fait, c'est la figure du vampire. Parce qu'il lui reste ce truc-là de base de ce qu'est un vampire. C'est quelqu'un qui doit en fait se nourrir du fluide vital des autres, c'est-à-dire le sang, pour survivre. On dirait Mais il ne presque, reste que ça du vampire, en fait. Et Ouais. il reste un autre truc qui, pour le coup, en plus, est propre à Romero, on pourra en parler, c'est la marginalisation. C'est qu'il y a Il est le mis, fait, ouais. voilà, il devient l'ennemi de la société, et ça, pour le coup, de la même manière que quand Romero, il réactualise la figure du zombie dans les années 60 en l'extirpant de son terreau du vaudou, pour l'intégrer dans l'Amérique des années 60, pour le vampire, il fait un peu pareil. C'est-à-dire qu'il l'enlève des Carpates, de la Roumanie, de la figure un petit peu exotique, pour en faire un pauvre type, en fait, des années Ouais. 70, qui est un Carrément. marginal, un paumé, qui est un peu qui est un voyou, quoi. Enfin, qui, du coup, devient un voyou, entre guillemets, de par sa condition. Même si... C'est vrai que t'enlèves truc tout qui le est- côté élégant et un peu Ouais, ouais. Oui, dandique, ouais, le mec- tu trouves en règle Ouais, générale. le mec, c'est dans un le ado. roman Enfin, il a une classique, gueule d'ado, en fait. Et puis, qui a pas de fric, qui a Mm. pas de boulot, qui est hyper mal à l'aise avec les gens, avec Mm. les femmes, certes, mais pas que. Même si, pour le coup, le film reprend aussi beaucoup la dimension érotique, parce que quand il tue les femmes, il a un rapport très étrange avec elles, avec Mm. leur corps, où en fait, pour le coup, il est désolé. Ouais. Même si il y a une forme de jouissance qui s'installe, où il finit par le faire, pas par plaisir, mais il est tellement rodé qu'il est un peu en pilote automatique. Il y a un truc très très ambigu qui s'installe et qui pour le coup est très malsain et donne ce... En plus l'image est craspec, c'est vraiment... Ah oui, oui. On est dans les rues de Pittsburgh, dans des suburbs, quoi, un peu des banlieues proches du centre-ville. Yeah. C'est tout un décor un peu... ouais, mais je suis... bilingue, ouais, ouais. Et puis J'adore l'oncle- ce film, Martin. L'oncle qui ressemble à Romero. Demis Roussos ou à Eddie Barclay, parce qu'il ressemble à rien, son oncle aussi qui arrive chez récupérer. Oui, il est rien que bizarre, lui, il est mais- malsain. Enfin, tout est. Tu vois, dégueu. Oui, tout est un peu malsain. Hein. Après, il y a quelques figures d'espoir. Sa cousine, par exemple, c'est un joli personnage, je trouve. Donc, il arrive dans cette maison, il y a déjà une cousine qui est là et qui fait tout pour le tirer vers le haut, qui essaie de l'aider. Elle finit par se barrer parce qu'elle supporte plus l'oncle. Qui, Ah pour oui, lui, oui. est vraiment un croyant, en fait. Genre, il met de l'ail sur les portes, quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, Martin prend l'ail, la mange en disant, tu vois, il n'y a pas de magie. Mm, Et en fait, il est vampire, mais c'est pas de la magie. ouais. C'est que ça devient une situation physique et sociale, quoi. C'est Ouais. c'est mon carte d'identité, c'est masculin, féminin, vampire. Et n'est-il pas dans un train qui serait numéroté 6006 006 au début? Alors pour quelqu'un qui a pas aimé le film, t'as quand même le sens du détail. Ouais.
Ouais, c'est vraiment ça. C'était la première. Je crois bien, je l'ai noté. Alors Bah je sais oui, pas parce si que Non, mais Ça doit être t'arrives pas à relire, t'as juste écrit de la merde. Vous me fait croire, il n'y a rien. Il y a dans les films, il y a des mots qui veulent rien dire sur cette page. Bon, très bien. Tu dis quelque chose, non, qui te fait Non, rire non, ça me fait pas rire ce que j'ai écrit malheureusement. Je crois que j'ai dit tout ce que je pouvais puisque je me souviens de rien. Je suis encore en train de penser à ma scène du téléphone. Je comprends pas ce que j'ai voulu dire. Donc, Mais vous êtes sûr que vous avez vu le bon film, non? Mais Ouais, il me oui. semble bien. Vous avez pas vu Martine Martine au à service la plage. téléphonique? Non, mais oui. Mais après, il reste intéressant, mais c'est vrai que c'est Singulier. singulier. Voilà, c'est le bon. C'est le bon terme. Voilà, Tout simplement. c'est le bon mot. Donc. Voilà, pour- mais un film qui nous aura bien marqué, hein, donc. Hein. Bah, au Je moins- me souviens même plus trop de la fin, en fait, de Il meurt. de Martin. Alors à la fin, il meurt. Bon, ça, c'est pas un gros spoil parce que de toute façon, il a un destin assez tragique puisqu'en fait, on suit dans le film le personnage aller un peu de mieux en mieux, mais en fait, si vous voulez, son ascension sociale et son bonheur progressif, son épanouissement en fait va de pair avec sa décadence, c'est-à-dire que mieux il va, mieux on sait qu'il va chuter très vite. Donc à la fin, effectivement, il meurt dans des conditions. C'est quand même assez marquant parce que spoiler, hein, et ça pour le coup, si vous avez pas vu le film, Ah, c'est un truc marquant. Il se fait littéralement empaler par son oncle. Oui. Dans une scène très froide et très soudaine, et Ouais. ça se finit plus ou moins là-dessus. Et à la toute fin, on a une voix de quelqu'un qui appelle la radio pour dire Il est je où sais Ouais. qui était en fait ce vampire qui était au téléphone, c'est quelqu'un que je connais. Ouais. Et donc voilà, ça sous-entend que son identité va être révélée et que tout à coup on va peut-être rentrer dans ce qui jusque-là était dans la sphère privée, qu'il voulait garder pour lui, ce mal-être et ce secret lourd à porter, va rentrer dans la sphère publique et va devenir peut-être, on peut supposer que ça va devenir une affaire, quoi, entre Ouais. guillemets. Il n'y a pas un peu cette cacophonie aussi de la radio où ils disent, justement, où tu as les différentes voix des auditeurs qui participent, qui disent ah, mais moi j'aimais bien son histoire, j'aimerais bien le réentendre et tout, je m'inquiète pour lui, tout ça. C'est ça, un Ouais, peu ouais, la tout à fin fait. avant de. Sur le générique, on entend ça. D'accord, ok. Ouais, bah. Oui, et puis pareil, tu vois, cette scène, elle est tellement froide et tellement abrupte que c'est un peu étrange, quoi. C'est C'est vraiment. très Romero, ça, hein. La Nuit ouais. des Morts Vivants, je sais pas si vous l'avez vu ou si vous en souvenez, mais ça se Bien termine sur le personnage principal qui meurt, et c'est la fin du film. Ouais. Et après, on a des images d'archives qui nous montrent en fait la froideur avec laquelle la situation est traitée médiatiquement, etc. D'accord. Romero, qui pour le coup c'est un des trucs qui fait que je l'aime bien, c'est que c'est un des rares réalisateurs de genre de ces années-là. En plus, on en a cité plein au cours des émissions, plus ou moins directement. John Carpenter, Wes Craven, etc., qui ont fait des films cultes. Romero, c'est un des seuls qui est explicitement politique, mais sans que ce soit une espèce de supériorité. C'est que c'est intégré à ses films. C'est quelqu'un qui a une espèce de truc en lui où il a besoin de parler de ses contemporains, du présent, etc. Et pour lui, les figures du fantastique sont des moyens de le faire, et c'est jamais métaphorique non plus. C'est que Martin n'est la métaphore de rien. Martin est juste un pauvre mec au présent qui vit une situation qui forcément raconte quelque chose de c'est quoi, presque littéralement, c'est quoi être un vampire dans la société américaine des années 70. Ouais. Et du coup, forcément, ça amène à imaginer plein d'autres. On peut faire des analogies, quoi. C'est mais moi, je suis un peu un vampire en fait. Et Non. il aime les marginaux, etc. Non, mais Après, il oui, y a toutes c'est les ambiguïtés de cette époque-là Bien où, sûr. malgré tout, on pourrait reprocher plein de trucs, le traitement des femmes, malgré tout, dans le film, qui est un peu Ouais. limité, disons. Mais il se réapproprie vraiment la figure du vampire, et c'est pour ça que je trouvais que le film était intéressant pour ce podcast, parce que, alors, au-delà du fait qu'il soit bon ou pas, ou qu'on puisse l'aimer ou non, mais c'est un rare cas, je trouve, quand même, où le vampire est vraiment réimaginé sans aucun folklore. Ouais. Où le film se moque même du folklore, pour le coup. Et à la fin, il meurt empalé, mais pas parce que c'est un vampire, mais parce que tu te fais empaler, tu meurs, c'est tout, quoi. Que tu sois un vampire ou non. C'est clair, ouais. Et alors, paye la taille du pal, hein, parce qu'il se fait empaler, c'est une poutre, le truc. Hein. On va te faire empaler par ton oncle. Voilà. Alors, messieurs, Oui, madame. nous allons nous arrêter là pour ces... Ça fera 50 €. J'en ai besoin tous les 15 jours de cette thérapie. Hein. Est-ce que vous avez des recommandations pour nos chers auditeurs et auditrices? Oui, gentiment. Alors, ce sera juste, je vais donner des titres comme ça, parce que des choses que j'ai vues ou revues. Alors, j'avais envie d'un peu de douceur, et je voulais pas le regarder. J'ai regardé Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Ah ouais. Eh ben, j'ai trouvé ça pas mal du tout, avec beaucoup d'autodérision, et j'y étais allé à reculons, j'ai trouvé ça vraiment mignon, et j'ai revu hier ou avant-hier un film que j'ai vu 2-3 fois, alors rien à voir là, parce que c'est L'Adversaire de Nicole Garcia, qui est vraiment glaçant, et que je trouve vraiment
hyper réussi. Je l'avais trouvé hyper réussi quand il était sorti et je le trouve toujours hyper réussi. Voilà. L'adversaire, juste, ça parle de quoi? Parce que... C'est cette histoire du type qui ment à sa famille, qui dit qu'il est médecin à l'OMS et compagnie, et en fait il n'est pas médecin du tout. Donc il part le matin, il rentre le soir. Et... Tu m'en avais déjà parlé, Louis, je crois. Alors moi, ma recommandation, c'est un fait entrer l'accusé sur l'affaire Jean-Claude Roman, qui est l'histoire d'un médecin qui en fait prétendait être médecin à l'OMS, mais qui en fait n'était pas un vrai médecin. C'est l'affaire Jean-Claude Roman. L'adversaire s'inspire de l'affaire oui, Jean-Claude mais je veux Roman. dire, c'était ta recommandation pour de Non, c'était une blague. C'était C'était pour dire que c'est... Oui, voilà. Et il y a Emmanuel Carrère qui a en a fait le écrit, bouquin, qui lui écrivait machin, d'après ce qu'on... Et ensuite, ça a donné le film de Nicole Garcia, qui lui respecte beaucoup visiblement l'histoire, la vraie. Et puis il y a L'Emploi du temps, un autre film un peu plus tardif, qui est ce coup-ci plus avec Daniel Auteuil, mais avec de Laurent Canté, qui a fait Entre les murs, dont on s'était déjà moqué. Oui, c'est donc ça le multivers. Oui. Et voilà, et qui reprend. C'est beaucoup plus lointain, mais voilà. ouais. Okay. C'est tout. D'accord, très bien. Donc c'est le tueur en série français Cinematic Universe. Le fait entrer l'accusé. Ouais. Alors et toi, Louis? Eh ben c'est marrant parce que tu cites Rock'n'Roll, moi ça me fait penser à une série que j'adore et donc j'en profite pour vous la recommander, qui fait un peu comme Rock'n'Roll, c'est-à-dire je suis Guillaume Canet, je suis Marion Cotillard, je vais mettre en scène ma vie sous forme de comédie. Il y en a un qui a fait ça à la perfection, c'est Éric Judor avec une série qui s'appelle Platane, qui est génialissime, et c'est un petit peu l'équivalent d'une série américaine qui est tout aussi géniale, qui s'appelle Curb Your Enthusiasm, Cache ta joie ou Larry et son nombril en français, donc réalisé par Larry David, qui était le créateur de Seinfeld, une sitcom culte. Et donc voilà, Platane, c'est génial, c'est la fausse vie de Éric Judor, avec notamment Guillaume Canet qui s'auto-parodie de manière assez géniale dedans. Je vous conseille surtout les 2 premières saisons qui sont disponibles sur MyCanal. Voilà. C'était pas prévu, mais Rock'n'Roll me fait penser à ça. Et franchement, c'est extrêmement drôle et je trouve ça brillant. Et l'adversaire et Rock'n'Roll, est-ce que tu les as vus en DVD? Pareil, sur des choses que j'ai l'abonnement. Alors, Netflix ou Canal, je sais plus, mais les deux, là, non, voilà. Et donc, alors moi, je vais aller voir Platane. J'osais pas, tu vois. Donc, c'est génial. Très bien. Faut passer outre les 2-3 premiers épisodes. Ok. C'est très bien, mais après, c'est génial. Okay, allez, Nice. Moi, j'ai un peu 3 milliards de recommandations, mais je vais essayer de me restreindre un peu. Déjà, je vais vous recommander la série réalisée par Mike Flanagan, disponible sur Netflix, Midnight Mass. En français, c'est Sermon de minuit, je crois. Et c'est l'histoire d'un jeune prêtre qui débarque sur une île anglophone. Et qui dit donc aux quelques habitants qui sont là, excusez-moi, je vais remplacer votre prêtre parce qu'il est malade, il est souffrant, donc il doit rester sur le continent. Et vont arriver des scènes un peu spectaculaires, miraculeuses et terrifiantes. On a un peu des deux. Et tout va se tourner un peu autour de cette croyance et de ce prêtre. Et alors, il faut s'attendre à ce que ce soit très verbeux. C'est vraiment... Ça parle, ça n'arrête pas. Moi, j'adore. Enfin, j'adore les séries de Mike Flanagan en règle générale. Et c'est marrant parce que pour notre épisode sur l'Exorciste, vraiment, je me suis dit, punaise, j'aurais bien aimé voir cette série à ce moment-là parce que justement, ça parle beaucoup de religion, pour le coup, beaucoup de croyances et de foi. Et il y a tout cet aspect magique aussi qui est très présent. Et notamment, il y a une scène entre 2 personnages qui parle de la mort, et j'ai très mal dormi après l'avoir vu, c'est comme ça. Alors qu'il se passe rien de terrifiant, mais vraiment, c'est cette conversation entre les 2 personnages, vraiment, ça m'a mis très très mal. Ça fait envie. Et j'ai trouvé ça moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et pour rester un petit peu dans l'ambiance de Dracula, je vous conseille un roman court qui s'intitule Carmilla, et qui a été écrit par l'écrivain irlandais Joseph Sheridan Le Fanu. Et qui est paru en 1872, donc qui appartient au mouvement gothique, et c'est un peu le Dracula LGBT, quoi. C'est une jeune demoiselle qui est malade, très lasse, très fragile, et donc qui se retrouve qui est accueillie dans le château d'un gentleman anglais avec sa fille, et qui se lie d'amitié avec sa fille, mais qui essaye un peu de la bouffer en même temps. Donc c'est très sympa. Et en version plus glauque et plus récente, je vous conseille aussi le roman de Morgane Cossarieux, sorti en 2014, qui s'intitule Je suis ton ombre.
et qui n'est pas à mettre entre les mains de tous, car c'est flippant et c'est glauque. Bah, et déjà, il y a surtout des entre les scènes, mains de ceux qui savent lire. Donc, Personne à cette table, sauf Alénis. bah, nous, on pourra pas. Non. Voilà, désolé. Mais donc voilà, c'était mes 2 petites recommandations littéraires et ma recommandation de série. Après, je suis obligée d'en parler, je suis navrée, mais vraiment, House of the Dragon, il y a un podcast qui est fait par Mimi... Anne Moscovite. Alors, vous pouvez la retrouver facilement sur Marchand. Spotify ou sur Deezer. Et c'est Mimi et Tequila Tex qui débriefent tout House of the Dragon. Et c'est des heures de podcast. Mais ça, vous écoutez après nous. Voilà, bien sûr. Oui, ça va Bien bien. Et vraiment, c'est un tel Si on commence à plaisir. recommander le podcast des autres, on n'est pas rendu. nous. Ouais, mais moi, je suis une bouffeuse de podcast, donc je suis obligée, quoi. Mais cela dit, on est très content de vos retours. Ça nous fait très plaisir. Oui. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais moi je le dis aussi de vive voix. Merci beaucoup parce que vous nous faites des retours très gentils et très sincères Ouais. qui nous permettent aussi de nous améliorer. Donc c'est très important. Oui. Bon, bah, moi, je vous dis merde. C'est dans le ton. Bon, il me semble. Non, mais oui, vraiment, n'hésitez pas. Je sais que sur Instagram, notamment, en MP, on est assez à l'affût et on regarde assez régulièrement. Donc voilà, si vous avez des retours à nous faire, même au nom de... Enfin, même si vous ne nous connaissez pas d'ailleurs et que vous voulez nous Bien faire sûr. des retours, vraiment, ça nous fait grand chaud au cœur. Voilà. Les garçons, Ah, dans 15 jours. à dans 15 jours. Est-ce qu'on donne un indice sur. Je vous laisse vous débrouiller. Ah, dans 15 jours. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.